Bonjour. L'Institut Amadeus a l'honneur d'organiser une nouvelle série d'échanges afin de discuter des questions de la pandémie du Covid-19 et de l'importance de la coopération Sud-Sud dans ce contexte bien particulier. Nous avons le grand honneur de recevoir M. Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement de la République du Congo et le ministre de la Communication et des Médias. Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'importance de ce sujet, celui de la coopération Sud-Sud, dans ce contexte bien particulier? Je crois qu'il faut partir de l'idée que notre planète vit et subit depuis quelques mois une pandémie qui a malheureusement mis dans le désarroi la plupart des États du monde qui sont touchés par cette pandémie. Et on a vu des pays parmi ceux dont on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient subir de plein fouet les effets ravageurs de cette pandémie. On les a vus même, ces pays, avoir une désorganisation assez surprenante de leur système de santé et mettre pas mal de temps avant d'articuler une riposte qui soit cohérente concernant donc la pandémie de Covid-19. Alors, dans ce contexte-là, moi, ce que je note, c'est que la coopération Sud-Sud et même la coopération mondiale dans l'absolu a fonctionné en brisant toutes les barrières et tous les tabous. Et ça, c'est un fait géopolitique absolument sans précédent. Au-delà de la coopération Sud-Sud, on a vu, par exemple, un pays comme l'Italie ou d'autres pays européens recourir à l'expertise de la Chine, par exemple, et obtenir l'envoi de médecins et de matériel et d'équipements chinois, ce qui est sans précédent, et vous en conviendrez, ce qui est assez surprenant compte tenu de la situation géopolitique qui précédait l'arrivée de la pandémie. Pour ce qui concerne la coopération Sud-Sud, mais je crois qu'elle est essentielle. Aujourd'hui, il y a des États du Sud, comme on dit bien souvent, et j'y inclus le Royaume du Maroc, qui disposent à la fois d'une capacité industrielle, d'une capacité technologique et d'une capacité de projection et d'aide vis-à-vis de pays moins nantis qui ont permis que la coopération Sud-Sud soit revivifiée. Et je crois que ce sont des jalons très importants, des conclusions très importantes que nous devons aujourd'hui prendre pour articuler, après la disparition que je souhaite rapide de cet affreux virus, pour que nous fassions à froid, c'est-à-dire en temps normal, une évaluation très précise des besoins réciproques des pays du Sud pour revivifier cette coopération. Merci, Excellence. En effet, vous avez mentionné la capacité industrielle et de projection régionale d'un pays comme le Maroc. Donc, je voudrais vous demander quelle est votre appréciation de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'apporter une aide médicale directe à plus de 15 pays africains frères. Bon, c'est quelque chose qui a été droit au cœur et des populations. Je prends l'exemple du Congo, qui a été parmi les 15 pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires de l'aide de Sa Majesté le roi du Maroc. Une aide appréciable parce que d'abord, il faut partir de l'expérience marocaine de lutte contre la Covid-19. Je crois que nous avons suivi à travers les médias et notamment les médias numériques la manière tout à fait efficace dont les autorités sanitaires et les autorités marocaines ont mis en place une riposte qui permet, je pense, dans votre pays, de contenir la pandémie. Il y a d'abord donc cette réponse nationale du Maroc pour ces populations. Ensuite, l'aide qui est apportée à ces États, notamment les 15 États dont la République du Congo est une aide appréciable. Vous vous rendez compte qu'un pays comme le Congo a bénéficié pour cette aide de Sa Majesté le roi d'environ 10 tonnes de matériel divers, que ce soit des équipements, que ce soit des éléments de prévention, des masques, du gel hydroalcoolique et d'autres équipements ou intrants. Et donc, c'est très appréciable, mais la République du Congo est, vis-à-vis du Royaume du Maroc, une grande habituée de cette aide, et notamment cette solidarité qui s'exprime en cas de catastrophe. Je vous rappelle qu'en 2012, nous avons connu une effroyable catastrophe, une explosion d'un dépôt
d'une caserne et d'un dépôt de munitions qui avait provoqué des centaines de morts et des milliers de blessés. Et à cette occasion, j'étais membre du gouvernement déjà, mais à un autre poste. Nous avions bénéficié d'une aide exceptionnelle de Sa Majesté le roi du Maroc, qui avait dépêché une grande équipe de médecins qui avait aidé efficacement les médecins congolais pour secourir les malades, donc les blessés, pardon. Donc il y a là, de notre point de vue, un ferment essentiel, mais qui doit là également se consolider. Nous savons également que Sa Majesté le roi, depuis son avènement, a réorienté la diplomatie du Royaume du Maroc vers une plus grande implication à destination de l'Afrique dans toutes ses dimensions. Et c'est là quelque chose d'appréciable, puisque le Maroc est un pays qui n'est plus tout à fait un pays qu'on pourrait qualifier en développement, mais un pays qui est quasi industrialisé au sens où on l'entend de manière économique et de manière scientifique. Donc le Maroc est un pays leader pour les pays africains que nous sommes. En effet, Excellence, vous avez mentionné la capacité industrielle qui a permis au Maroc de mener une riposte assez efficace vis-à-vis de la pandémie du Covid-19. Comment avez-vous suivi le développement de la riposte marocaine et qu'en pensez-vous? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc a mobilisé l'ensemble de son économie et de ses industries pour lutter efficacement contre cette pandémie. Nous avons suivi cela. D'autre part, nous faisons le constat, ce n'est pas pour dénigrer d'autres pays plus avancés, mais nous faisons le constat que le Maroc fait partie de ces pays qui ont pu éviter l'ensemble des dysfonctionnements qu'on a parfois vus dans d'autres pays, dans ce qui concerne la fourniture des masques, dans ce qui concerne le type de thérapeutique à appliquer pour lutter contre la pandémie. Nous savons aujourd'hui que le Maroc a une puissante industrie pharmaceutique qui lui permet de fabriquer tout ce qui est lié à la chloroquine et à l'azithromycine. D'ailleurs, ces deux médicaments qui sont essentiels dans la réponse thérapeutique ici à Brazzaville et au Congo en général font partie du lot des 10 tonnes d'équipements et d'intrants qui sont arrivés à Brazzaville. Donc, vous êtes un modèle de réussite. Et plus globalement, au-delà du Royaume du Maroc, le constat, c'est qu'on nous prédisait par certains clubs de réflexion, dont je ne rappelle pas ici la fuite d'une note qui était intitulée, je crois, l'effet pangolin. On nous prédisait la catastrophe pour l'Afrique en général et certains pays en particulier. Et le constat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, même si la pandémie n'est pas encore vaincue, nous avons montré, l'Afrique, le Maroc et d'autres pays en particulier, nous avons montré notre capacité à nous organiser de manière cohérente pour éviter un certain nombre de dysfonctionnements et contenir la maladie et permettre que nous ayons l'espoir qu'elle disparaisse dans quelque temps. Merci Excellence pour ces mots que vous avez partagés par rapport à l'initiative marocaine et sa riposte contre le Covid-19. Quant à vous, dans la République du Congo, quelle a été la nature de la riposte congolaise et quels sont les besoins économiques du pays? Pour faire face à la pandémie, les besoins économiques ou de manière globale? Les deux. D'accord, très bien. Alors, la riposte congolaise, d'abord, bon, elle est aujourd'hui articulée, bien entendu, autour de deux constats. Le premier, c'est que le Congo est touché de plein fouet, d'abord par une crise économique et financière bien avant l'apparition du Covid-19. Et cette pandémie nous trouve à un moment où nos ressources sont relativement restreintes, voire très restreintes. Donc, il y a eu une nécessité pour nous de réorganiser le budget de l'État qui a été rectifié il y a quelques semaines pour réorienter tous les crédits vers la lutte multidimensionnelle contre la Covid-19. Il y a l'acquisition, bien entendu, d'équipements, la nécessité d'étendre la capacité hospitalière, le nombre de lits et les équipements, notamment du type respirateur, dont vous connaissez aujourd'hui l'importance compte tenu de la nature de la pandémie. Et tout cela se met petit à petit en place. Comme j'ai coutume de dire, la riposte, c'est réagir à une situation. La riposte, elle monte en puissance. Elle peut paraître au début un peu faible puisqu'on riposte et il faut donc installer les éléments de la riposte. Mais aujourd'hui, elle monte en puissance
et nous pouvons considérer que les indicateurs essentiels pour cela, que nous allons dans la bonne direction. Le nombre de décès est limité. Nous avons un taux de létalité qui est inférieur à 3%, Dieu merci. Le nombre de malades aujourd'hui qui sont sous traitement, et ce qu'on appelle les cas actifs ou asymptomatiques, tourne à peu près autour de 500 Congolaises et Congolais, avec des épicentres autour des deux principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Et le confinement, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la réponse marocaine avec un confinement rapide, avec toute une série de mesures qui ont permis de contenir la maladie, eh bien, le Congo avait emboîté le pas de tous les pays qui, comme le Royaume du Maroc, avaient pris la chose très en amont, et nous avons confiné la population dès le 1er avril jusqu'à la mi-mai. Et donc tout cela, ce sont des mesures qui nous ont permis de dire que la catastrophe annoncée, pour l'instant, et comme on dit, nous espérons que Dieu nous entende, qui pour l'instant ne prend pas l'ampleur qui était crainte au début de son apparition. Maintenant, de manière plus globale, vous évoquez la situation ou les besoins économiques du Congo. Bon, je vais vous parler de ma propre expérience. Je vous ai dit que j'étais au gouvernement. Je suis au gouvernement depuis quelques années. J'étais, il y a quelques années, donc jusqu'en 2015, ministre du numérique. J'ai eu l'occasion de visiter le Royaume du Maroc et notamment des opérateurs économiques dans deux domaines qui concernaient mon secteur d'activité de l'époque. Les télécommunications, j'avais rencontré le directeur général de Maroc Télécom pour des projets dont j'espère qu'un jour ils aboutiront. Et j'avais rencontré une société qui, chez vous, travaille sur la modernisation de la poste et la poste numérique, une société qui s'appelle Gemadec. Donc, vous voyez que nous avons des besoins, si j'élargis mon propos, nous avons des besoins importants en matière de diversification économique. Parce que le Congo, qui est un pays pétrolier essentiellement, qui tire ses ressources d'État du pétrole et de la forêt, l'économie forestière pour l'essentiel, veut absolument étendre et diversifier son économie à d'autres secteurs. Et donc, nous savons, le gouvernement du Congo sait pouvoir disposer avec le Royaume du Maroc d'expériences réussies dans tous les domaines, et notamment dans le numérique, dont je sais que vous avez fait un grand saut du fait de la pandémie, puisqu'il y a une digitalisation accélérée de l'économie marocaine depuis l'apparition de la pandémie. J'ai encore lu des articles il y a quelque temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Enfin, je crois qu'il faut quand même que j'insiste là-dessus et que je rende hommage à Sa Majesté le Roi du Maroc, qui manifestement porte une grande attention, une grande amitié et au peuple congolais et au président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Je vous rappelle qu'il a effectué une visite d'État au Congo en avril 2018, et que c'est très important de le savoir parce qu'il a apporté son appui à un projet important qui est la valorisation du bassin du Congo, avec la création d'un fonds qui s'appelle le Fonds bleu, bassin du Congo, qui est un bassin écologique, comme vous le savez, d'importance mondiale. Et le Maroc est impliqué dans cette initiative depuis je crois, la COP22 qui a été organisée dans votre pays. Et donc, nous avons là des ferments d'un renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et de manière anecdotique peut-être, mais importante pour nous, je n'oublie pas le projet financé personnellement par Sa Majesté le Roi, qui est celui de la construction d'un port fluvial pour les pêcheurs ici à Brazzaville, au bord du fleuve Congo, le port de Yoro, modernisation, dont je crois que le coût de construction doit tourner autour de 30 millions de dirhams, soit à peu près 2 milliards de francs CFA. Et on a donc là le témoignage de l'implication et de la volonté de Sa Majesté le Roi d'aider les pays au sud du Sahara. Merci, Excellence. Si vous me permettez de poser une dernière question qui me vient à l'esprit à travers les éléments que vous venez de décliner. Que pensez-vous de l'importance de la souveraineté industrielle en Afrique et de la nécessité d'accélérer le pas de la zone de libre-échange continentale africaine? Bon, il s'agit là d'une problématique extrêmement importante parce que l'heure est aux grands ensembles. Il est clair qu'un État comme le Congo, avec ses 5 millions d'habitants, donc un réservoir de consommateurs relativement limité, ne pourra pas assurer de manière
global et diversifié son décollage économique s'il ne s'inscrit pas, s'il n'inscrit pas sa démarche dans un ensemble plus vaste, d'abord les ensembles sous-régionaux et ensuite l'ensemble continental et notamment la zone de libre-échange que vous venez d'évoquer. Et nous aurons toutes les chances d'évoluer et de faire réussir cette zone de libre-échange si nous arrivons de manière cohérente à faire une coopération et en tout cas un développement économique complémentaire. Il n'est pas certain que tous les pays soient amenés à produire tout ce qui existe à travers le monde. Il y a la nécessité de rendre cohérent la fabrication de tel ou tel type de produit ou l'implémentation de tel type de service dans tel pays plutôt que dans tel autre. Et c'est dans ce cadre diversifié que je pense que nous arriverons, malgré les craintes, malgré les quelques réticences de certains États africains, à réussir l'implémentation de la zone de libre-échange. Merci Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cet échange très enrichissant. Ici à l'Institut Amadeus, nous sommes toujours ravis de recueillir des propos qui nous permettent de renforcer la compréhension et la coopération entre les pays du Sud et ce qui nous permet d'apporter des recommandations et des éclairages sur les situations et les grandes questions du jour, comme aujourd'hui que nous faisons face à la pandémie du Covid-19. Ce témoignage est d'autant plus important qu'il nous vient d'un pays frère, étant donné les grandes relations d'amitié et de fraternité qui lient le Maroc à la République du Congo. Merci encore.